Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'analyse du marché, Market POV. On n'a pas encore tout à fait décidé pour le nom. François, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, et toi Julien ? Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, c'est la deuxième analyse qu'on fait ensemble avec François. Donc, à partir de maintenant, Crypto Hebdo, finalement, on transfère vers un format plus sympa, plus convivial, où finalement, on est tous les deux. On parle du marché. Alors, on va parler de la crypto quand ça sera pertinent. Bien sûr, c'est le cas en ce moment, puisqu'on est dans un cycle aussi. Mais on parle aussi des marchés traditionnels. L'idée, c'est tout simplement de vous montrer un peu les outils que nous, on utilise. Qu'est-ce qu'on regarde chaque semaine quand on fait notre analyse pour nous-mêmes, en fait. Et voilà, c'est de vous partager tout ça sans filtre et puis de façon un peu freestyle comme on aime bien. Donc si le programme vous plaît, on vous laisse mettre un like sous la vidéo, vous abonner bien sûr pour pas manquer ce genre de vidéos donc qui vont sortir à chaque semaine. Là on l'a sorti hier pour la vidéo de la semaine dernière, donc là ça va faire 2 épisodes assez collés, mais éventuellement l'objectif quand on va être bien rodé là au niveau du workflow, ça sera tous les lundis que ça va être publié. Donc peut-être cette vidéo là ça sera ou le lundi, en passant on est le 16 septembre ou un peu plus tard dans la semaine, mais avant mercredi c'est sûr parce qu'il va y avoir des informations importantes. Ouais. Je me pose la question d'ailleurs si vous préférez lundi ou vendredi, parce qu'on s'était posé la question à un moment donné. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous préférez début de semaine ou fin de semaine. Ça peut toujours être intéressant de voir par rapport 100%. Très intéressant. T'as bien fait de poser la question. On veut co-construire ce contenu avec vous. Donc, effectivement, dites-nous ce qui vous plaît le plus. Alors, on va partager les écrans tout de suite. Tu veux commencer par celui-là ? Ouais. Ou par celui de la crypto. Par celui-là. Marché action. 49, je crois qu'on était un peu en dessous la semaine dernière. On était plutôt vers 46 ou quelque chose comme ça. On était plutôt sur la partie FIR. Donc ça veut dire que là, on est pile presque à 50. Autant dire que... On retourne en zone neutre là. On retourne en zone neutre, donc le catalyseur qui est juste la réponse de la Fed fin de semaine. Là, j'avais dit déjà la semaine dernière, c'était le 18 septembre. C'est quand ? 18 C'est septembre. mercredi. Dans 2 jours, mercredi. Voilà, donc mercredi, on va avoir l'info là sur les taux, savoir s'ils baissent bien comme prévu, s'il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire soit que la Fed finalement baisse pas les taux, ou que la Fed baisse trop les taux. Ça peut être aussi une surprise pour le marché. Pas forcément bonne d'ailleurs. Comme je disais à plusieurs reprises, ça faut faire attention. C'est pas parce que les taux baissent trop que c'est une bonne chose. Ça peut faire peur en fait. Ça peut faire peur, exactement. Ça pourrait plutôt vouloir dire que la Fed voit quelque chose que les investisseurs ne voient pas, du style un hard landing où l'économie irait très très mal. Les données ne donnent pas ça comme information. Donc pour l'instant, je pense que la Fed va plutôt agir comme les pronostics sont donnés. Après, d'ailleurs, ils ont été revoir les pronostics. Juste peut-être de dire, c'est que jusqu'à maintenant, je pense que les États-Unis ont vraiment joué la carte assez prudente et assez conservatrice à ce niveau-là, puisque pour l'instant, l'Europe et le Canada, on va parler pour les pays, les continents qui nous intéressent tous les deux, on a déjà eu une baisse des taux d'intérêt. Donc pour enrayer l'inflation, on rappelle que c'est l'objectif de baisser les taux d'intérêt. Les États-Unis, pour l'instant, n'ont encore rien fait. Et là, on parle d'une baisse de 0,25. Si il descendait de 0,5, là, peut-être que le message envoyé, effectivement, serait OK. On est au début d'une récession peut-être plus importante, d'une crise, etc. Donc ça, les investisseurs peuvent réagir fortement à cette information-là, du moins à court terme. C'est sûr qu'il faudra s'attendre à la volatilité. S'il n'y a pas de baisse de taux d'intérêt, je pense que ça va décevoir aussi. Donc là aussi, on risque d'avoir une réaction négative. Donc l'objectif, ce qu'on vise là, ce serait une baisse de 0,25. Est-ce que c'est bien ça, François ? C'est ça, exactement. Ouais. On passerait de 5,25, 5,50 à 5,25. Est-ce que c'est ça justement ce qui était noté, voilà, c'est sur. Tu te rappelles, il faut rentrer dans l'onglet Aggregated pour retomber sur la partie pourcentage, voilà. Donc normalement, on voit bien que là le taux pour la prochaine réunion, du coup, il est très élevé sur l'idée d'une baisse de 25 points de base. C'est comme ça qu'on dit. 0,25, c'est 25 points. Voilà, donc ça montre qu'on est vraiment, c'est ce catalyseur-là qui fait que le marché, pour l'instant, bouge pas trop, de ce que j'ai vu en tout cas sur le marché crypto. Là, on va peut-être faire un tour sur TradingView si tu veux pour voir un peu où on est le VIX et le SP500. Ouais, peut-être juste plus de temps qu'on était dans l'indice de la peur, en partie crypto, on voit qu'on a une peur un peu plus importante que sur le marché, mais moins importante que la semaine dernière.
Voilà, moins important que la semaine dernière. Le marché a rebondi, on va regarder ça tout à l'heure sur les graphiques, mais on voit que par rapport au marché traditionnel, on est encore sur une peur un peu plus importante. Yes. En passant, tu as vu qu'il y a eu à nouveau une tentative... Voilà, ils ont ressorti la vieille image, mais c'est encore, il y a eu encore une tentative, je crois, qui était sur son terrain de golf. Ouais, c'est ça. Qui est sur son terrain de golf en Floride, et il y a eu une nouvelle tentative d'assassinat. Mais la personne a été interpellée, il s'est pas fait flinguer l'oreille cette fois-ci. Alors, on va voir TradingView, c'est ça? Alors, SP500, je vais juste effacer ça, on y verra un peu plus clair. Donc j'ai repris le graphique de la dernière fois, j'ai même créé un espace, comme ça on va pouvoir à chaque fois, si on fait des tracés, vous pourrez les suivre d'une semaine à l'autre. Donc là, on va faire une petite analyse, on va prendre un peu de recul en weekly, comme ça on voit mieux ce qui s'est passé. Donc pour rappel, là on est sur un sommet historique à 5622 pour le SP500. Ça c'est la semaine où on a enregistré nous en fait, donc on avait eu une baisse assez importante. Le marché, on voit qu'il y avait eu un petit mouvement de panique, on était à moins 4,61%. Malgré tout, ça restait. Après, on sait jamais quand est-ce que le plus bas est marqué, mais là, la semaine qu'on a eue est venue complètement annulée. Donc là, vraisemblablement, en tout cas, si on fait un nouveau plus haut, on pourra dire qu'on a continué d'inscrire des plus bas de plus en plus haut, et donc tout simplement que la tendance haussière se poursuit. Exactement. Tout à fait. Du côté du VIX, qu'est-ce qu'on voit un petit peu? Alors VIX, excuse-moi, je l'avais pas remis. Alors le VIX, c'était celui-là. Paf, on va l'avoir comme ça. Donc l'indice de la peur, comme on dit. Donc là, on voit, ok, parfait. Ça a bien rebaissé aussi. Donc ça a bien rebaissé. Je vais en weekly peut-être pour qu'on voit mieux. Donc là, c'est la semaine. On voit, c'est à l'inverse. Donc quand le SP500 baisse, le VIX, lui, il a tendance à monter parce qu'il y a de la volatilité. Et quand lui remonte, là, hop, on voit que les ardeurs se sont calmées et que les investisseurs, tous les participants du marché se sont un peu rassurés, quoi. Donc voilà. Totalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit encore une fois que on est dans l'attente. On est dans l'attente. Tout simplement. On attend mercredi. En journalier, on voit que ça ressemble à ça. C'était mardi 3 septembre. Parfait. Tu veux qu'on aille voir un peu les techs? Nasdaq. Je vais m'en mettre en weekly. Donc Nasdaq, pareil, très belle semaine. On voit qu'on est même revenu au-dessus, ce qui n'était pas le cas du SP500. SP500 était juste en dessous. Donc on voit que le Nasdaq, mais c'est normal, les valeurs tech ont tendance à plus réagir autant à la baisse qu'à la hausse. Donc on a eu un très beau rebond là, sur le Nasdaq. Ouais. Avec un beau volume, on voit ici. D'ailleurs, au niveau des indicateurs rapides là sur TradingView, je ne sais pas si vous connaissez ce feature-là, donc je le montre sur TradingView. En bas, vous avez un petit onglet, vous avez More Technical. Si vous cliquez ici, en fait, basé sur un certain nombre d'indicateurs, donc les oscillateurs, ils vous ont mis les classiques. Vous avez les Moving Average. Donc là, il vous met le sentiment du marché par rapport aux oscillateurs, le sentiment du marché par rapport au moving average, donc on voit qu'on n'a pas la même information, et ensuite il vous fait un résumé qui est plus ou moins une moyenne des deux, et en vous mettant à chaque fois le nombre d'indicateurs finalement qui est neutre, celui qui est en vente et celui qui est en achat. Donc là globalement sur le Nasdaq, en journalier, parce qu'après on peut choisir l'unité de temps, on est plutôt sur du buy. En weekly, on est toujours sur du buy. Par contre, les oscillateurs, on voit qu'ils nous donnent une information un peu différente, mais c'est normal. C'est des indicateurs qu'on dit lagging. Et en mensuel, pour le fun, on est toujours en buy. Ça peut donner une bonne idée. Qu'est-ce que je partage, François? Est-ce qu'on part sur les liquidations, tout ça? Ou bon, ça, on l'a vu. À la limite, je vais les fermer, ceux qu'on a vus. Ça, tu peux fermer. Tu veux rappeler ce que c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas vu? Voilà, juste pour rappeler ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière. Donc, c'est très simple, c'est le nombre de Bitcoin dans les exchanges à l'heure actuelle. Donc, on voit que depuis les derniers mois, on a quand même une diminution de ce nombre de Bitcoin dans les exchanges. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça va plutôt dans le bon sens. Donc c'est la courbe violette-bleue là, qui montre que le nombre de Bitcoin est complètement en chute libre dans les exchanges. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui prennent ces Bitcoins et qui les mettent en custody. Donc dans leur propre wallet. Ouais, tu peux regarder Ethereum, c'est pareil, c'est le même principe. Ouais. Alors Ethereum, par contre, on est un peu plus élevé pour Ethereum. Ethereum, je sais pas si tu as suivi ça là, mais on est vraiment sur un point bas à mon avis parce que on a pas mal de critiques là sur X. Tout le monde capote. C'est vraiment X. Je fais souvent référence. Vous avez vu, je vais vous présenter tout à l'heure des onglets. Alors en fait, dans la semaine, quand je vois des trucs sympas, je me garde les onglets ouverts pour vous les partager. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup
beaucoup d'influenceurs du marché, de traders, d'investisseurs. Vous avez les politiciens, vous le savez, je vous l'apprends pas, les présidents, tous les hommes importants finalement, ils vont avoir un compte X et il y a pas mal d'informations. Donc je trouve que l'analyse de sentiments sur X, ça donne une bonne information quand même pour, en tout cas nous en tant qu'investisseurs retail, pour aller chercher un petit peu des infos là-dessus. Et surtout en tout cas dans le domaine de la crypto, pendant longtemps c'était Reddit, mais depuis que Elon Musk a racheté Twitter, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui sont allés sur X justement et que maintenant c'est vraiment the place to be si vous voulez analyser un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la crypto. Et là Ethereum c'est pas folichon en ce moment. Ouais. On peut peut-être aller analyser un petit peu, voir. Donc, on va commencer par Bitcoin. Alors, Bitcoin, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait tracé ensemble la semaine dernière, du coup, des niveaux clés. Donc, je vous avais expliqué, là, petit rappel, les bandes violettes, c'est vraiment des extrêmes. Alors, on a bien sûr le haut du range, qui est l'ATH de Bitcoin à 72 000 $ et quelques. Borne basse, j'avais dit, si jamais le marché est pris de panique et qu'on descend plus bas, il y aura probablement ce niveau qui fera office de support, donc au niveau des 47 000 $. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un support qui a servi à maintes reprises en tant que support ou en tant que résistance, mais en tout cas, on voit que c'est un niveau qui est à surveiller. Et si on devait descendre encore plus bas, je pense que le support suivant, ça serait celui-là, donc aux alentours des 43 000 et quelques $. Donc là ensuite en orange, en pointillé, ce que je vous avais tracé, c'est vraiment le petit range là de contraction qu'on voit en ce moment. Et en fonction de ce qu'allait se passer, parce que quand on a enregistré la vidéo, on n'était pas ici, on n'avait pas ces bougies là. J'avais dit là, si ça remonte, ce serait intéressant parce que on inscrirait un plus bas, plus haut, parce que ça faisait un petit moment où on avait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas aussi. Donc potentiellement un retournement de tendance et c'est ce que beaucoup craignaient, que le Bitcoin passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Mais cette semaine-là, pour moi, elle a été très importante et décisive. C'est pour ça qu'on voulait vraiment faire une vidéo aujourd'hui pour vous la montrer. On vient un petit peu retester ce niveau-là que je vais vous montrer juste après. Mais on a eu une très très belle semaine qui est venue complètement englober là au niveau, en tout cas chartiste. On voit qu'en weekly là, on a c'est validé là, c'est bien un plus bas, plus haut. Donc très intéressant. En journalier, si on va voir, on a eu une très belle montée vendredi aussi d'ailleurs, juste avant. Puis là, le week-end, ça a baissé. Le lundi, depuis quelques mois, les lundis sont assez rouges en fait. Ça va souvent baisser. Et puis après, éventuellement, on va voir ce qui va se passer. Là, j'ai tracé ce niveau, à mon avis, qui est un niveau un peu pivot, qui a servi donc des fois de résistance et des fois de support, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je le trouve assez pertinent là au niveau technique et on est pile dessus, donc à voir comment si le marché doit continuer vers le nord, je pense que c'est sur ce niveau là qu'on va rebondir. Si on redescend plus bas, honnêtement je pense que ça va peut-être remettre en cause ce plus bas, en tout cas à voir. Là c'est un peu tôt pour le dire, mais globalement je pense qu'on va jusqu'à mercredi, on va tourner au niveau de ce pivot là, et puis si on rebondit, qu'on retourne chercher les 64 000 $, voire qu'on les enfonce, à mon avis, ça va être très intéressant pour la suite du bull run. Ouais, encore une fois, on voit que la corrélation est pas forcément stricto sensu sur les marchés actions et sur le marché crypto, mais on voit quand même que le catalyseur de la Fed est aussi présent là sur ce marché-là. Ouais, 100%. On est dans l'attente, on est au milieu. Donc ça sera le 18, de deux niveaux importants sur Bitcoin. Voilà, va falloir patienter tranquillement et voir ce qui se passe. Ouais, carrément. Ethereum, du coup, on va les voir. Je me remets juste sur le graphique ici. Alors Ethereum, on voit déjà que par rapport à Bitcoin, il se tient moins bien. Le truc qui est emmerdant, c'est que on rappelle que c'est quand même la deuxième plus grosse crypto et que c'est pas mal la crypto qui va aussi leader la alt season. Et jusqu'à maintenant, c'est pas incroyable. On voit que Solana d'ailleurs a surperformé Ethereum et de très loin sur tout ce cycle-là. Est-ce qu'on aura un flip ? Je pense pas sur ce cycle, ce serait vraiment fou là pour le coup. Mais en tout cas au niveau graphique, force est de constater que vous le voyez par vous-même, vous n'avez pas besoin d'être un roi de l'analyse technique. Ethereum, ça se comporte beaucoup moins bien. Donc si on regarde la fameuse semaine, alors on a eu aussi un rebond, mais regardez, il a été complètement revendu. Et là on est sur une bougie qui est déjà moins intéressante. Alors après, on est vraiment par contre, je pense, sur un point bas, comme je disais, même au niveau de la dominance. Alors là je vais l'afficher, si on regarde BTC par rapport à ETH, je crois que c'est celui-là. Non, c'est l'inverse que je voulais. Ouais, tu voulais ETH sur BTC. Ouais, c'est l'inverse que je voulais. ETH par rapport à BTC. C'est pareil,
c'est pareil. On va voir que là, on est vraiment sur un point extrêmement bas. Donc là, je pense que c'est le moment ou jamais. Là, si Ethereum n'est pas mort, il faut qu'il rebondisse ici. Il y a beaucoup de gens qui avaient cet objectif de 0.25 avant un retournement. Là, on l'a carrément enfoncé. Mais je pense que là, on va avoir une réaction d'Ethereum. À surveiller. Ça me paraît assez évident. Hein. Encore une fois, je pense que tu es quoi ton feeling, Ethereum maintenant. Oh, mon feeling, il est très simple. Hein. Je pense que on a eu un pré-bull market qui était un pré-bull market de spéculateurs qui voulaient faire de l'argent pour faire de l'argent. Et ce que je comprends, hein. Même toi, t'en as profité, Julien, tu vois, genre à faire des gros multiples avec ton Twinix. Challenge, c'est très bien. Mais après, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et puis à des choses qui fonctionnent tout le temps, pleinement, qui ont montré leur solidité. Je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais faut être cohérent. Ethereum a une grosse longueur d'avance et si vous le croyez pas, par exemple, reviens encore une fois sur l'onglet L2Bit. La technologie est là, la rupture technologique a été faite. On n'est pas du tout en 2021 avec un Ethereum qui fait 10 transactions par seconde. Si tu cliques là sur max au niveau du graphique, on revoit encore cette courbe exponentielle. Hein. On comprend que l'activité qu'il y a sur les layers 2 permettent totalement. Alors après, oui, ok, on peut dire mais c'est des layers 2, c'est pas Ethereum. Si, c'est Ethereum, hein, les amis. Faut comprendre que la technologie, elle évolue, elle s'adapte, elle répond à des exigences. Le marché est toujours là, la liquidité est toujours sur Ethereum, une grosse partie de la liquidité, et on parle pas des liquidités qui sont des mêmes coins, on parle d'USD. On parle de vrai argent qui sont là et qui sont sur des protocoles de DeFi qui rapportent de l'argent régulièrement. Donc voilà, je pense que la spéculation n'est pas sur Ethereum parce que la spéculation est ailleurs et donc le prix est forcément en cohérence avec ça. Quand les gens vont se réveiller et qu'ils vont voir que la valeur est ici et que en fait Ethereum est l'une des seules blockchains qui est rentable, ils vont peut-être se poser des questions. Il y a un moment donné, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut rappeler que jusqu'à maintenant, le cycle en fait a été énormément drivé par les meme coins. Là, c'est quelque chose de assez atypique pour ce cycle-là. Même si les meme coins ont toujours eu leur heure de gloire, généralement c'était plutôt vers, on va dire, le début de la fameuse alt season là que tout le monde attend. Alors on a eu une mini alt season, mais c'était vraiment, on le voit, c'était déconnant comment les liquidités allaient sur tout ce qui était meme coin. Là, on voit par exemple qu'il y a Kaspa, ça y est, qui a lancé son mainnet. Alors tout de suite, je vois les réactions, ça va être quoi les meme coins sur Kaspa? En fait, dès qu'on a eu, ça a été la même chose. Bon, Solana, et c'est pour ça que Solana, à mon avis, a autant performé. Hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de meme coins sur Solana. Et c'est vu que Solana est moins cher que Ethereum au niveau des transactions, forcément, dès que vous voulez faire un peu de spéculation, ça va devenir plus intéressant. Alors après, on a eu des très bons projets comme Render qui a migré sur la blockchain Solana. Mais voilà, ça reste que globalement, c'était énormément de projets de meme coin. Et que là, on voit tranquillement une rotation vers plutôt les utility tokens, donc les projets avec des vrais fondamentaux. Et je pense qu'avec ce retour-là, même si je pense que les meme coins vont continuer de performer, parce qu'il y a de la demande pour ça, parce que les retail vont acheter des meme coins, c'est évident. Je pense que les institutionnels, eux, sont en train vraiment, ils ont toujours investi dans les utility tokens, mais je pense que là, on va avoir vraiment une hausse sur ces projets-là, et Ethereum devrait en profiter normalement. Oui, je pense. Et que quand les gens vont vraiment prendre conscience que en fait la technologie est là, qu'elle est présente, c'est pas parce que c'est Big Daddy qu'il faut l'enterrer quoi. C'est idiot en fait de penser comme ça. Je pense que c'était quelque chose que tu pouvais avoir en tête sur le cycle d'avant, quand Ethereum n'était pas encore aussi capitalisé. On pouvait se poser cette question-là. Je pense que maintenant il est assez clair quand même que faire sans Ethereum c'est un peu idiot quoi. C'est un peu dommage. Donc à suivre. Donc ça c'était pour Ethereum. Tu veux que je fasse un peu le point sur ce que j'ai vu sur X? Si on veut, là tu peux montrer les trucs de liquidation, ça permettra de revalider ce que je viens de dire juste à l'instant. Alors pas le premier mais le deuxième, celui d'après. T'es bien sur les open interest. Normalement, t'as juste à descendre, je pense, pour avoir l'open interest de Bitcoin en BTC. Juste en bas, le premier chart. Là, tu es en USD. En haut à droite, tu verras que tu peux te
positionner en Bitcoin directement. C'est plus intéressant de regarder dans la valeur où c'est. En gros, pour faire simple sur ce chart, donc vous avez en orange le prix en jaune-orange, le prix du Bitcoin, et en vert, c'est les open interest. Les open interest, qu'est-ce que c'est ? C'est les contrats futurs qui sont ouverts sur Bitcoin. Et donc ça c'est intéressant, surtout que en plus c'est dénominé en Bitcoin, donc on voit en fait, vu que le prix du Bitcoin augmente, vaut mieux regarder par rapport au Bitcoin et pas par rapport au dollar. Et ce qui moi en fait, ce que j'essaye de voir sur ce graphe, c'est assez simple. En fait, ce que je veux, c'est que on ait un prix du Bitcoin qui monte, mais pas forcément qu'on ait une augmentation de l'open interest. Pourquoi ? Qu'est-ce que je recherche derrière ? Je recherche en fait des personnes qui viennent acheter sur du spot, qui viennent pas acheter sur des futurs. Ceux qui achètent sur des futurs, c'est des spéculateurs de court terme. C'est très cool qu'on ait des spéculateurs de court terme, mais on a besoin. Il y a besoin de liquidité sur ce marché, c'est très cool. Mais la réalité, c'est si vous êtes là pour juste faire de l'argent rapidement, vous allez le perdre aussi vite. Enfin, moi, personnellement, je suis un investisseur plutôt long terme, moyen-long terme. Je joue le cycle. Et pour jouer un cycle comme ça, faut être cohérent. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que des spéculateurs. On veut aussi, ce que je dis souvent, c'est des bons pères de famille, des pragmatiques, des personnes qui viennent, qui vont acheter du Bitcoin en spot, qui vont le mettre sur leur wallet, ils vont acheter une Ledger, ils vont foutre leur Bitcoin sur leur wallet et basta, je m'en vais et je reviens dans 2 ans. Moi, c'est ça que je veux voir. Et donc, dans l'idée, là, on voit qu'on a un intérêt encore un peu important sur l'open interest, mais qui décroît un petit peu là sur les derniers mois. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais. C'est vraiment une décroissance de cette partie-là pour me dire, ok, on arrive peut-être sur un niveau où on reprend une rationalité dans le marché, tout simplement. Et après, si tu vas voir sur la partie liquidation, donc c'était l'onglet d'avant, si tu descends un petit peu, moi je regarde le chart en bâton, et donc là ça nous permet de voir un peu où on en est sur les liquidations. Là on voit toutes les liquidations sur toutes les market caps, sur toutes les cryptos. Donc on voit qu'il y a eu des grosses liquidations donc le 4 août. Voilà, pour l'instant on n'a pas des liquidations aussi importantes qui ont eu lieu, on est plutôt dans l'attente, donc ça va plutôt dans le sens où le marché en fait prend le temps, il attend de voir la direction dans laquelle il veut aller. Moi, ce que je vois quand même quand je regarde ce chart, c'est que on a eu beaucoup de liquidations acheteuses. C'est-à-dire que c'est que les acheteurs qui se sont fait niquer. Et il n'y a pas eu de shorts qui se sont fait niquer pour l'instant. Donc moi, j'aimerais bien que ça aille aussi dans l'autre sens. Souvent, quand on a des liquidations pour les acheteurs, après on a des liquidations pour les vendeurs. Donc, on n'est pas non plus à l'abri d'avoir une belle surprise à un moment donné. Tout à fait. Voilà. Ça permettrait aussi les boules vont se venger, et puis ça permettrait aussi de, je pense, diminuer ces open interest, parce que dans les open interest, il y en a aussi, c'est tous les types de contrats, donc c'est contrat short et contrat acheteur. C'est les deux. Ouais, on voit que pour l'instant, c'est vraiment les acheteurs qui se font punir depuis là quelques mois. Quelques mois là, depuis le top qu'on a fait au mois de mars. Pour s'alterner. Donc tout ça, si vous êtes intéressé à les retrouver, vous êtes sur coinglass.com, qui est vraiment un site de référence pour avoir des infos. Ils font d'ailleurs une newsletter assez intéressante avec justement un peu les rapports des grosses métriques à regarder. Donc si vous allez vous abonner, vous allez pouvoir suivre leurs infos. Ouais, moi, c'est ces 2 points que je regarde régulièrement aussi. Donc on avait dit qu'on présenterait là dans cette session. Donc voilà, chose faite. Parfait. Excellent. Alors, du coup, on va faire un petit tour au niveau de la crypto, ce qui s'est passé. Alors, pas mal de choses. Je vous partage en même temps les comptes que moi je suis. Virtual Bacon, que j'aime beaucoup, qui fait des belles analyses et surtout des retours comme ça un petit peu à tous les jours sur les grosses actus qui tombent. Alors, il y en a des plus grosses que d'autres. J'en avais noté quelques-unes qui méritaient d'être mentionnées. Donc, ça y est, Grayscale a lancé son Trust, son ETF de XRP. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est arrivé avant Solana. Alors après, en même temps, XRP, c'est sûr que c'est une crypto qui est plus ancienne et qui a vraiment son fan club. On sait aussi que c'est une crypto qui est plutôt du côté de l'establishment, des grosses banques et tout ça. Donc peut-être que ça a aidé. Mais intéressant en tout cas de voir que voilà, il est actuel, et je pense que peut-être cette année on verrait d'autres ETF. C'est franchement pas impossible finalement que c'est un peu comme Ethereum qui était sorti à un
à un moment où je pense que assez peu de personnes s'y attendaient, vu que Bitcoin avait déjà été quand même quelque chose d'assez big. Donc à voir si ça va continuer dans cette tendance. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, eToro qui a des petits soucis avec la SEC, qui va donc maintenant se contenter de 3 cryptos, Bitcoin, Bitcoin Cash et Ethereum. En même temps, je vous recommande pas d'acheter vos cryptos sur eToro, les frais sont extrêmement élevés. Donald Trump qui continue un peu à lancer ses projets crypto. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, alors BlackRock qui a dit, bon après... pareil, hein, c'est juste intéressant de voir quel est le message qui est envoyé aux médias, on va dire. Mais là, BlackRock considère vraiment Bitcoin comme un hedge contre le désordre global et le déclin finalement des gouvernements et des monnaies fiat. Donc c'est vraiment c'est le message qu'ils ont publiquement. Et bien sûr, ça va avoir tendance à booster leurs ETF qui se passent très très bien depuis le lancement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui méritait d'être mentionné? Bon, je suis allé ici. Alors ça, c'est intéressant parce que je veux pas qu'on ait l'air de perdre ma boule aussi, de vous montrer d'autres choses. Alors, le contexte était très différent, mais ça, c'est en ce moment. OK. On devrait avoir le 18 septembre, comme on disait, la décision de la Fed par rapport au taux d'intérêt. Et ça, c'est ce qui s'était passé en 2007. Alors, bien sûr, 2007, on était sur une crise, une explosion de la bulle de l'immobilier. Ouais. Le contexte était très différent, mais on voit que ce qui s'est passé, mais ça ressemble quand même beaucoup. C'est ça qui fait flipper. Mais là, on avait eu un espèce de V-reversal, donc sur le plus haut, donc un espèce de double top. Et ensuite, c'est la crise que vous connaissez de 2008, donc qui avait commencé en 2007. Hein. Et ça ressemble à ça. Après, alors bon, on peut. Moi, je voulais ton avis là-dessus. On peut tout faire dire à un graphe. Vous verrez souvent des graphes comme ça en mode imitation. Faites gaffe. Moi-même, j'étais fan à un moment donné. Bon, c'est pas. Ça a des limites. Ça a beaucoup de limites en fait. L'occurrence que ça apporte n'est pas forcément statistiquement viable. Hein, c'est au bout d'une certaine quantité d'informations qu'on peut commencer à dire si c'est statistiquement OK. Donc là, c'est pas en 2 patterns qu'on peut se dire ah ouais, ça va se passer comme ça. C'est pas possible. Après, par contre, en effet, on est quand même sur un top de marché. On est dans une situation compliquée. Faut dire ce qui est. Le marché américain a l'impression, encore une fois, que tout va bien se passer. Moi, je suis pas contre un scénario plutôt range sur le marché américain, avec potentiellement même des plus hauts sur le SP500. Quand je vois le marché, en fait, on pourrait tout à fait avoir un dollar aussi qui se déprécie par rapport aux autres monnaies, et donc un marché américain qui augmente parce qu'il va prendre en compte en fait cette dépréciation du dollar, mais qui du coup en fait en nominal, c'est-à-dire que si on a la dépréciation du dollar mais une augmentation des actions, on pourrait se retrouver flat en termes de performance sur le marché américain. Donc moi je verrais bien un marché qui pourrait être assez compliqué sur les prochaines années sur le marché américain. Qu'on ait une récession dans les 2 prochaines années me paraîtrait pas déconnant. Maintenant, de là à revoir un crash comme 2007-2008, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Après peut-être, qui sait, un Black Swan, un quelque chose auquel comme son nom l'indique, on ne s'y attend pas, on ne sait pas, et peut-être que ça arrivera. On va pas parier. Moi, je parie pas sur le Black Swan, quoi. C'est pas mon objectif de parier ma maison sur un Black Swan. Ça a pas beaucoup d'intérêt. Il y a quelqu'un qui l'a fait, il s'appelle Nassim Taleb. C'est un très bon trader, et lui, c'est son pari, il parie sur les Black Swan. Son objectif, c'est juste de faire ça. Et pour l'instant, il montre que c'est pas une stratégie qui est viable. Donc voilà, au moins il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, et statistiquement pour l'instant, c'est pas un fonds qui performe énormément. Alors oui, il performe dans les moments où, bien sûr, où ça baisse, comme pendant le Covid. Ça peut être un hedge intéressant. C'est pas suffisant pour pouvoir surperformer le marché. On surperforme pas le marché pour l'instant avec ce type de stratégie, donc à voir sur les années à venir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Yes, parfait, je voulais t'entendre là-dessus, c'est un très bon point. Là, un petit post pour vous montrer un petit peu depuis du coup le dernier plus bas qu'on a fait la semaine dernière. Vous avez ici le top 10 des rebonds. J'aime bien regarder ça parce que ça permet de voir un petit peu où est-ce que finalement la liquidité est allée, quels sont les cryptos qui ont été rachetés massivement. Et on en voit plusieurs en fait qui touchent à l'IA avec Tao et NIR. On a Stacks aussi qui est un layer 2 de Bitcoin, donc ça c'est intéressant à voir. Bon, Injective, on le présente plus. Et il y a Phantom que je vous avais parlé la semaine dernière, je l'ai présenté comme la crypto à surveiller, et qui pour l'instant se comporte très très bien. D'ailleurs aujourd'hui je crois que c'est l'une des seules qui est dans le vert. Donc c'était plutôt un bon call. Je vois en tout cas de mon côté au niveau des
Là encore, moi je fais beaucoup d'analyses de sentiments sur X. Et je peux vous dire que c'est une crypto qui est en train de monter de plus en plus dans les commentaires. Et on reste sur un risk-reward qui est quand même très intéressant. Si on prend un peu du recul comme ça, on voit que sur peu importe en fait les horizons de temps, on a quelque chose de très très joli qui est en train de s'imprimer. Donc à suivre, à mon avis, ça va être une crypto qui va bien performer. Donc pour rappel, elle va être renommée également en Sonic. Donc ça fait aussi qu'on va en parler plus, qu'on va avoir une nouvelle chart et ça va être intéressant. Et en fait, avec le déclin un petit peu d'Ethereum, j'ai l'impression que les layers 1 finalement vont capter beaucoup de liquidités comme peut-être quelle serait la crypto. Alors encore une fois, je pense pas qu'il y a aucune crypto qui va remplacer Ethereum, du moins à court moyen terme, mais voilà, c'est quand même intéressant à suivre. Popcat aussi, alors au niveau des altcoins, comme je vous disais, même si on voit que de plus en plus c'est des utility tokens qui sont venus chercher la liquidité. Il y a encore des meme coins qui sont là. Ouais. On a encore des meme coins, donc potentiellement, comme il explique là dans le commentaire, les usual suspects, donc WIF, PP, Doge et Dog devraient peut-être faire un espèce de suivi. Donc là, vous avez toutes les charts, ça ressemble à ça là, pour voir un petit peu les rebonds. Voilà un post de Paul Crypto Formation que j'ai trouvé intéressant. Petit rappel, en fait, il nous présente ici alors la résolution est un peu dégueulasse, j'espère que ça passe à l'écran, mais globalement il nous montre les top 19 au sommet des cycles, donc de 2013, de 2017 et de 2021. Et j'aime bien regarder ça parce que vous voyez que Bitcoin est toujours en tête. Alors Ethereum était pas là en 2013, par contre en 2017 il a pris la deuxième position, il l'a gardé jusque là, mais c'est intéressant de voir quels sont les projets qui à une époque étaient vraiment les best, on avait Goldcoin, ça me fait rire. Les Blaz, moi j'ai pas du tout connu à cette époque-là. Namecoin, ça j'en avais entendu parler. Dash, je me rappelle, ça c'est quelque chose que j'avais investi moi plutôt sur le cycle de 2021 parce que je savais qu'il avait performé. Moi je commençais en crypto, donc je regardais un peu finalement qu'est-ce qui avait bien marché. Et on voit que 2021, vous avez par exemple, je sais pas, Monero qui était une grosse crypto, elle est pas là du tout. Cardano, a tenu. Là je pense qu'elle va baisser beaucoup à mon avis quand on verra le top 19 du cycle 2025. On voit des meme-coins qui font leur apparition avec Shiba Inu. Tiens, il y avait BitConnect ici en 2017. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça a été un scam, un gros scam. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Et ce qu'il faut retenir en fait, c'est que il faut pas tomber amoureux de projets, à part peut-être Bitcoin parce que c'est vraiment le seul. On voit d'ailleurs le market cap qui augmente, c'est assez impressionnant de voir que l'augmentation de liquidité sur ces projets-là, même Ethereum, c'est vraiment fou. Mais c'est ça, retenez donc qu'on est dans un écosystème qui est très jeune, il y a beaucoup de choses qui changent, des technologies en 4-5 ans, elles peuvent être quasiment désuètes en termes de blockchain, de nombre de transactions, etc. C'est un peu ce qui est reproché des fois à Ethereum. Donc c'est intéressant d'être vraiment à jour en fait, et de plutôt miser à mon avis sur les momentum d'un cycle à l'autre et de pas nécessairement faire du holding à part Bitcoin sur de l'intercycle, quoi. Pas de l'intercycle, pardon, du long terme, quoi, en fait. Si vous avez vraiment un scénario, une stratégie sur quelque chose, quoi. Après, mais c'est un travail beaucoup plus de fond qu'il faut avoir. Mais ouais, je valide ce que tu dis, et puis c'est bien. En fait, ça montre aussi que alors oui, le momentum peut être intéressant, mais que le garder dans son portefeuille en mode je tombe amoureux, ça ne marchera pas. Faut savoir prendre ses gains, quoi, dans ces moments-là. Si vous misez par exemple sur du Kaspa, il me semble qu'il vaut mieux prendre ses gains dès que vous avez fait vos multiples que vous voulez, quoi, parce que c'est pas en gardant du Kaspa et en disant Kaspa ça va flip Solana, ça va flip Ethereum que vous deviendrez vraiment riche. À mon avis, vous avez plus de chances de vous faire avoir et de se sortir de position, quoi, que flat, voire perdante. D'ailleurs, c'est ça que je voulais partager aussi, le Cryptonome, qui est donc un peu dans la même veine. Il y a eu une étude qui a été faite, une recherche par K33, qui montrait en fait, donc il y a eu deux stratégies, c'est-à-dire la première c'est acheter le top 100 crypto en janvier 2015, puis acheter chaque crypto qui rentre dans le top 100, ou acheter autant en Bitcoin à chaque achat de la stratégie numéro 1. Donc, quand tu étais pour acheter une nouvelle crypto, tu faisais juste renforcer ta position tu gagnes sur Bitcoin. Et effectivement, le résultat, donc Total investi, c'est $1,009.
Et le portefeuille altcoin a fait donc x 6.5 quand même, hein, donc on est à $6,651. Et Bitcoin en équivalent, donc même si on a tendance à penser des fois altcoin, il y a plus de volatilité, on est capable d'aller chercher des meilleurs multiples. On voit que là en l'occurrence, alors après c'est sûr que ça dépend, hein, on a pris 2015, mais c'est quand même intéressant. Il a été 8 fois plus rentable que la stratégie des altcoins avec un x 50, donc $49,934. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme étude, ça renforce ce point. Moi, c'est plutôt ça en fait, ce que tu dis. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va, ça vient, faut pas s'attacher. Et vous pouvez jouer le momentum, comme vous pouvez faire plutôt comme moi, une stratégie plutôt value. Vous allez chercher des cryptos qui vont répondre à un besoin. Quel est le besoin actuel ? Qu'est-ce qui est répondu par Bitcoin, par Ethereum, par je sais pas, il y en a plein d'autres, hein, je sais pas, Atom, etc. Qu'est-ce que ça répond ? Et si ça répond quelque chose qui pour vous a du sens, investissez dedans et regardez à la fin du cycle si vous avez fait plus d'argent. Ça veut pas dire forcément que vous ferez plus d'argent que juste d'acheter du Bitcoin, mais au moins vous serez beaucoup plus, vous arriverez beaucoup mieux à tenir vos positions. Parce que vous aurez un scénario qui est clair pour vous. Vous avez un scénario qui a du sens parce que vous avez dit, là pour moi, ce que je vois sur cette crypto-là, c'est ça. Et tant que ça n'aura pas répondu à ces critères-là, je vais pas sortir de position. À l'inverse, du coup, si j'ai une invalidation de mon scénario parce que une autre crypto sort et vraiment répond finalement aux besoins qu'Ethereum faisait, dans ce cas-là, ok, j'ai perdu mon pari, quoi. J'ai perdu mon scénario. Je m'arrête de croire en finalement ce scénario-là et je réavise mon bag de crypto. Moi, c'est comme ça en tout cas que je fonctionne et c'est pas des trucs qui vont se passer comme dans le momentum. Ça, c'est pas du toutes les semaines ou tous les mois où je vais changer de crypto. C'est plutôt tous les trimestres, tous les ans, je vais mettre à jour mon bag et je vais voir si mon scénario est cohérent. Yes, je voulais vous partager ça aussi rapidement. Dites-le nous d'ailleurs en commentaire parce que je me rends compte que ça fait quand même beaucoup de choses que je vous partage. Moi, c'est le truc que je regarde. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Est-ce que vous aimeriez que j'en partage peut-être moins et qu'on passe plus de temps à les discuter ? Ou à la rafale, un peu plus de choses, mais on s'attarde moins. Je suis curieux d'avoir votre avis encore, comme on disait en début d'épisode. On est encore en train de voir qu'est-ce qui vous plaît. Donc, donnez-nous ce feedback. Comme ça nous permettra d'être plus pertinent dans le contenu qu'on vous créera. Donc ici, moi, je trouvais ça intéressant. Comme on dit, souvent, les volumes vont précéder le prix. Et là, on voit un petit peu les volumes au niveau des différentes narratives. On voit que sur tout ce qui est gaming, donc GameFi et GambleFi, on a eu un énorme retour du volume. Donc c'est assez intéressant. Il y a un projet que je suis qui s'appelle Super pour Superverse, qui a fait une très belle performance hier. Je crois qu'il a fait presque 20% à un moment donné. Donc parce qu'après ça a baissé. Donc voilà, il y a pas mal de projets crypto intéressants à mon avis à suivre dans le gaming. Il y a Beam aussi, c'est un bon projet. Il y a une Naka. Donc à voir ce qui peut se passer, mais c'est une information intéressante. Autre chose aussi que j'ai noté, c'est que Binance va lister. Alors, il y en a qui l'analysent en se disant, ok, si je recommence en fait parce que j'ai pas dit le plus important, Binance va lister des small caps. Et en fait, traditionnellement, Binance va plutôt lister des projets sérieux. Alors oui, il y a eu des meme coins parce qu'on sait comment ça se passe. En fait, les projets vont garder aujourd'hui de l'argent pour payer les exchanges centralisés pour pouvoir être listés dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des fois des super bons projets qui ont eu un fair launch, qui n'ont pas prévu de budget pour ça et qui sont listés seulement quand il y a une vraie demande. Ça a été le cas par exemple de Tao. On voit Kaspa, c'est la même chose. C'est pour ça que Kaspa est toujours pas listé sur Binance. Même chose pour Akash Network. Donc il y a des énormes projets comme ça qui sont pas listés juste parce que pour l'instant on n'est pas encore arrivé à un côté mainstream que en fait quasiment Binance aurait l'air un peu leur place de leader serait quasiment remis en question s'ils listaient pas ces projets là. Mais quand on voit qu'ils rentrent comme ça des small caps, c'est parce que là on commence de plus en plus à avoir un effet en fait small exchange centralisé où ils vont chercher énormément de sous parce qu'en fait c'est ces projets-là aujourd'hui qui rapportent énormément de thunes aux exchanges. Donc est-ce qu'ils prévoient une forte liquidité qui va s'amener dans les prochaines semaines parce que potentiellement le marché va rebondir, on va repartir sur des ATH to the moon et puis tout le monde va investir sur des meme coins et puis ils vont en profiter. En tout cas c'est à noter et d'ailleurs j'avais partagé sur mon compte là aussi quelque chose que j'avais vu passer que je trouvais intéressant, c'était ça ici. Donc en fait on voit ici la performance
performance. Donc quand il y a des listings de projets, je sais que d'ailleurs je prépare peut-être une vidéo là-dessus sur est-ce que c'est une stratégie viable d'acheter un projet qui est listé sur un exchange. Et en fait là dans mes recherches j'ai trouvé cette information-là qui est une partie de la réponse qui dit donc quelle est la performance après une semaine de la performance moyenne du token listé. Et on voit que quand on est sur des small exchanges, donc SEX, Central Exchange, eh ben on a des performances qui sont très très intéressantes parce qu'en fait on est encore early dans le process. Et ensuite on va monter vers des exchanges de plus en plus gros. Donc on a Mex ici qui est bien connu, OKX, KuCoin, Gate, Binance et enfin Coinbase. Et on voit que non seulement la performance elle diminue, mais elle devient même négative dans le cas de Coinbase à la fin, où finalement après une semaine, si vous avez acheté un token qui est listé, vous avez perdu de l'argent. Et Binance, c'est pas si fou que ça, on parle de 17%. Donc c'est intéressant. Selon ce qu'il faut comprendre à mon avis, c'est que ici vous êtes sur des early adopters, des gens qui n'ont pas peur de se remonter les manches et aller sur des exchanges qui sont un peu moins safe. Et puis les dernières exchanges, c'est les exchanges du grand public, c'est les gens qui vont acheter des trucs safe. Voilà, Binance, Coinbase, on connaît, c'est facile d'acheter dessus, surtout Coinbase en l'occurrence. Moi je trouve que c'est vraiment l'exchange par excellence des débutants. Et on voit qu'en fait les petits particuliers finalement vont servir, et ça c'est pas une grande surprise, mais de liquidité de sortie, c'est-à-dire que les investisseurs plus expérimentés vont acheter quand c'est listé sur des petits exchanges, ils vont garder leur position jusqu'à ce que ça soit listé sur des gros exchanges, et à ce moment-là, c'est là qu'ils vont vendre, et c'est ce qui explique en fait la performance qui se réduit. Donc c'est intéressant. Est-ce que Binance, force est de constater aussi, peut-être ils vont vouloir changer les choses en rentrant aussi des petits small cap plus vite, parce que mine de rien, ils font un peu moins d'argent aussi là-dessus, mais c'est intéressant à noter. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est depuis ce cycle, parce que les cycles d'avant, Binance, ça marchait très très bien. Tout ce qui était Launchpad, etc., les sorties de nouvelles cryptos, moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt. C'est toujours vrai ce que tu dis, mais c'était quand même, tu faisais quand même de l'argent sur Binance. Tu vois, si t'étais t'étais quand même early sur le projet, parce que il y avait un momentum qui était en train de créer. Alors que maintenant sur ce cycle, j'ai l'impression que le momentum en fait est fini au moment où tu arrives sur Binance. En tout cas, les gens 100%. Sont partis de ce principe-là. Donc faut avoir conscience de ça, faut faire attention. Après, moi, je mets juste un warning, c'est que pour avoir ouvert, par exemple, moi, j'avais pas ouvert d'exchange depuis un moment, et je suis allé sur KuCoin, du coup. Je trouve quand même que c'est des outils pour des particuliers. Si vous êtes débutant, faites attention. On vous donne en fait entre les mains une Ferrari. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre KuCoin. C'est juste que je trouve qu'on vous incite vraiment à aller spéculer. On vous incite vraiment à prendre l'effet de levier, à pas faire du spot. Même si vous faites du spot, vous allez acheter, des cryptos qui sont quand même en effet de levier, parce que vous avez un petit chiffre devant, et puis le petit chiffre, en fait, c'est du spot avec de l'effet de levier. La machine est faite pour vous dire, venez, c'est du casino. Et moi, je veux vous récupérer votre argent. Donc moi j'aime pas, en fait, c'est un peu mon problème actuel de ce cycle-là, c'est que je trouve on n'est plus dans le. Je comprends qu'on peut faire de l'argent avec tout ça, mais en fait j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans les valeurs de la crypto-monnaie comme j'aime. On n'est pas dans une vraie réponse technologique. Moi qui m'intéresse par rapport à ce que Ethereum apporte, par rapport à ce que Bitcoin apporte. Vraiment ce que ça va changer dans 20 ans dans notre vie, ça va être juste énorme. Et là j'ai l'impression qu'on est juste en train de créer des nouveaux projets pour chiller un nouveau projet voilà. J'ai rien contre les mêmes coins, j'aime bien, j'en ai même, j'en ai acheté, mais c'est plus l'engouement que ça a maintenant me fait dire faites gaffe les gars. C'est du casino. Ça, c'est sûr. C'est du casino. C'est du trading casino, donc définitivement attention à ça. Après, l'avantage, par contre, moi je vous recommande quand même d'avoir. Alors ça dépend si vous êtes dans une situation où tout va bien, mais moi je prends un exemple. Je suis au Canada. Binance a été interdit au Canada. Et en fait, c'est toujours important d'avoir des backups. Et donc moi, j'ai plusieurs exchanges parce que je sentais que la tension, elle commençait à arriver. Et en fait, avoir un autre exchange m'a permis de pas me retrouver coincé avec mes cryptos sur un exchange que je peux plus utiliser. Donc ça, c'est intéressant de dire, préparez en fait votre chemin de sortie, c'est-à-dire au moment où vous allez vendre vos cryptos,
faites le chemin de dire comment est-ce que je récupère mes dollars ou mes euros, comment je les renvoie vers ma banque et quel exchange me permet de le faire, et si ce compte-là bloque, comment je peux passer autrement. Et vraiment, je vous conseille, c'est pas pour vous faire peur, au contraire, si dans vos têtes c'est très clair le chemin de sortie, c'est comme en cas d'incendie. Si tu répètes pas quand c'est exactement le feu, tu répètes d'avance, tu te prépares pour que tu sois sur un mécanisme de réflexe et automatiquement quand tu sens que le top est là, je te conseille d'avoir pris des profits avant, mais tu vas savoir comment réagir. Puis la réalité, c'est même potentiellement d'avoir sur son wallet et de pas forcément garder la majorité de ses fonds sur son exchange. Wallet et tout ça. Et puis faut se dire aussi que probablement quand on va être vers la fin du cycle, on va avoir des exchanges qui vont se bloquer parce que trop de transactions. Et ça, il faut penser à toutes ces choses-là aussi. Et vous serez peut-être pas capable de vendre, des ordres qui seraient bloqués. On l'a déjà vu, ça serait pas une nouveauté. Donc attention à ça. N'attendez pas que la bulle explose pour retirer vos profits. Et pensez bien donc à quel est le chemin de sortie. Dernière info que j'ai vu passer là ce matin, j'ai trouvé ça cool. Donc vous savez que le Salvador, c'est le premier pays qui a accepté le Bitcoin comme monnaie officielle, dont Nayib Bukele, qui est le président du Salvador, a annoncé dans son discours d'indépendance que le pays deviendrait, et si c'est vrai, franchement c'est une dinguerie, indépendant fiscalement à partir de 2025. Et ça grâce notamment à l'investissement, au DCA incroyable qu'ils ont fait sur Bitcoin en achetant un Bitcoin par jour depuis l'annonce, donc c'est-à-dire depuis 3 ans, un truc comme ça. Vraiment, vraiment intéressant, et peut-être que ça va inspirer d'autres pays. Et puis sinon, au niveau actu, on va avoir un gros événement. Alors c'est le 18 et le 19 septembre, donc en plus ça tombe bien juste après le meeting de la Fed. On l'a eu un peu plus tôt cette année à Dubaï, donc en fait c'est toujours les deux villes, vous avez Dubaï et Singapour. Ça s'appelle le Token 2049. On voit c'est vraiment un gros rassemblement de gens de l'écosystème, donc super intéressant. J'espère qu'on pourra y aller, Trilem directement, les trois frérots là-bas, vous présenter ça sur place, mais cette année en tout cas on va quand même suivre ça sur Twitter et on vous partagera s'il y a des news intéressantes. Mais donc, ça va se passer à Singapour le 18 et 19 septembre. Ouais, ça c'est plus ce que j'aime déjà. Alors, hop, on arrête le partage d'écran. Ouais, non, ça me parle de ouf aussi. Franchement, je vais essayer en 2025 d'en faire au moins un parce que finalement, il y en a beaucoup. Il y a Biarritz aussi que j'aimerais bien faire à un moment donné. Surfing Bitcoin. Et voilà, il y en a pas mal d'autres, mais c'est deux événements que j'aime bien suivre et que j'aimerais bien pouvoir participer en live un de ces jours. Ça serait pas mal. Parfait. Et je pense que ça fait le point. Ah si, merde. Tu vois, on a des choses à partager. Je voulais juste vous montrer, pour finir, la dernière fois, donc je vous avais parlé de Phantom. L'objectif, ce serait de vous montrer peut-être une crypto que je trouve intéressante chaque semaine. Donc je vais vous parler d'une autre crypto aujourd'hui, et je voulais même vous montrer une autre. Alors là, je trouve que j'investirai pas dedans maintenant parce qu'elle a monté beaucoup trop vite. Mais je sais pas si tu as suivi ça, François, le projet Nervos Network. Moi, je t'en avais parlé, je me rappelle, juste avant, c'est juste avant que je te rejoigne, là, quand on est parti pour notre voyage en Espagne. Moi, j'étais à l'aéroport à ce moment-là, je me rappelle. Et la crypto avait pété, mais vraiment, elle avait explosé. Donc, c'est une crypto qui est très, très explosive. Hein. Donc là, elle avait fait 200% en genre 3 jours. Hein. Je sais pas si vous réalisez, c'est juste énorme. Elle était montée très très haut, ensuite elle a corrigé comme les autres, et là j'avais vu qu'elle avait formé un beau double bottom, donc c'était une crypto que j'avais en suivi. Et dans la nuit donc du jeudi au vendredi, donc entre le 12 et le 13 septembre, la crypto a été listée sur Upbit, si je dis pas de bêtises, qui est un gros exchange de Corée du Sud, et la crypto elle a pris 100% en une journée. Ensuite, c'est quoi le projet, juste simplement en 2 lignes? Alors, en 2 lignes, c'est un projet, c'est un projet de layer 1. Alors, je veux pas dire de conneries non plus. Mais par contre, je sais qu'il y avait la notion de account abstraction qu'on parle beaucoup, de plus en plus, en tout cas en ce moment. C'est peut-être une narrative d'ailleurs qui sera exploitée là sur la fin du cycle. Donc, on voit qu'on est sur une crypto qui est quand même dans le top 100, hein. Mais on est quand même sur un plus low cap, hein, c'est ce qui peut expliquer les grosses volatilités comme ça. Mais elle est listée sur les gros exchanges, donc voilà, c'est ça, Upbit. On voit d'ailleurs qu'elle allait capter 46% du volume, c'est vraiment impressionnant. Et donc, si vous regardez rapidement, on va aller voir à propos. Donc, c'est un écosystème de blockchain public open source. L'objectif est de créer un réseau de crypto peer-to-peer classique où les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de services et de capacités blockchain dont la sécurité est prouvée. Donc, c'est un projet qui avait été lancé en novembre 2019.
avec une nouvelle architecture à 2 couches. Bon, après ça on rentre dans les subtilités techniques, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap le projet, vous aurez toute la liste, l'équipe, les investisseurs, donc ça c'est des choses que j'aime bien regarder. Après, quand j'ai fait ce travail-là, je vais tout simplement, moi, vous savez que je trade le flux, donc je vais tout simplement les rajouter à ma liste de suivi. Et là c'est un mouvement que j'ai pas pu surfer malheureusement, mais bon, c'est trop rapide. Le truc c'est de pas acheter maintenant. Alors ça se peut que ça consolide et ça parte plus haut, mais vous êtes sur un risk reward qui est plus intéressant. Je trouve qu'il y a tellement de cryptos en ce moment qui vous offrent des meilleurs ratios. En analyse technique, ce qui se passe quand on a un gros marubutsu, c'est un chandelier japonais qui est comme ça, là, la grosse bougie verte qu'on voit. Je vais mettre en journalier. En gros, souvent le marché, ce qu'il fait, c'est qu'il va retracer au milieu de ce chandelier. Là, ça sera un pas pire niveau pour acheter. Ouais. Si le projet vous intéresse, là, moi, c'est un niveau que je surveillerai. Vous pouvez mettre vos alertes sur ce niveau-là et ça peut être intéressant de voir les choses. Mais c'est assez régulier qu'il y ait des retracements comme ça. On pourrait appeler ça le pump de la semaine. Donc ça, c'était Nervous C'est pas mal ça. Sinon, là, le projet que je trouve très intéressant, c'est FetchAI. Donc je l'avais préparé là sur. Donc FetchAI. Alors petit rappel. Donc c'est une crypto qui est sur la narrative de l'intelligence artificielle. Très très bonne crypto que moi j'avais beaucoup surfé sur la première phase du cycle, donc j'étais allé chercher des très beaux multiples dessus. Ensuite elle a été je sais pas si vous avez suivi, mais elle a combiné avec 2 autres cryptos. Donc elle a combiné avec Ocean Protocol et l'autre c'était Agix Network. Donc c'est 3 cryptos finalement EA qui ont mixé ensemble pour faire, ça s'appelle ASI, je pense. Artificial Super Intelligence Alliance. Voilà, je cherchais les lettres, qu'est-ce qu'elles voulaient dire. Donc ASI, on voit qu'en fait, ils ont gardé le token Fetch, FetchAI, parce que c'était la plus grosse des 3 cryptos. Le plus capitalisé, je crois. Le plus capitalisé. Et en fait, ils voulaient, c'était un projet, donc 3 équipes qui mergent ensemble alors il y en a qui voyaient un peu comme pour rivaliser avec Tao qui prenait beaucoup d'ampleur, mais c'était intéressant à suivre. Alors par contre ça veut dire il y avait beaucoup de doutes qui planaient autour de ça, notamment est-ce que la tokenomics allait changer, des choses comme ça au niveau des tokens unlock et tout. Moi j'étais sorti de FetchAI et effectivement le projet avait beaucoup baissé, mais comme beaucoup de choses par ailleurs. Et là, j'ai commencé à m'y réintéresser dernièrement et je trouve qu'au niveau graphique, on a quelque chose de très intéressant. Alors là, maintenant, l'info est passée depuis un bon moment. Donc, je pense cet effet peur un peu du marché, elle a été digérée. Donc, à nouveau, on voit qu'il y a un engouement dessus. Alors, je vais vous la montrer sur plusieurs unités de temps. Là, vous voyez, en 3 mois, c'est absolument magnifique. En fait, ça, on peut même, en 3 mois, je le mettrai ici. Donc, on voit qu'on a eu un très bon retest finalement de cette résistance qui avait été breakée en début d'année. Donc on est venu retaper dessus et là, en tout cas graphiquement, c'est très intéressant. Il faudra voir bien sûr la clôture dans 14 jours de cette bougie de 3 mois. En mensuel, on a quelque chose de super intéressant aussi. Donc là, on voit le détail, ce qui s'est passé. Donc hop, la petite clôture. Et là, si dans 14 jours, on clôture au-dessus de ce niveau-là, là, on va avoir un beau signal de retournement au niveau chartiste. Si on va voir en weekly, on a quelque chose de très très beau aussi. On a eu un énorme rebond. Ça, c'était suite à la baisse qu'on a discuté plusieurs fois sur la chaîne. Donc, c'est une des cryptos qui avait le mieux rebondi, qui avait été le mieux racheté. En 3 jours, pareil, on a vraiment un graphique qui montre beaucoup de force, donc avec des points hauts de plus en plus haut. Et là, on est vraiment sur le niveau là qu'il faut casser. Et une fois qu'on va casser ça, je pense qu'on va retourner assez rapidement aux ATH. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une crypto que j'ai en portefeuille, donc que je suis. Donc je vous en parle aujourd'hui. FetchAI. Alors encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Moi, je fais juste vous flaguer des projets que je trouve intéressants, qui sont un point graphique intéressant. À vous maintenant de faire vos recherches. Je pense qu'on vous a donné tous les outils. Allez faire un petit tour dans CoinMarketCap, regardez le projet, intéressez-vous à l'équipe, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, allez sur Twitter, un hashtag. Pas hashtag mais hashtag parce que c'est le symbole du cash. Vous faites entrer et là vous allez avoir toute l'actualité sur le projet. Donc allez voir, regardez un petit peu quel est l'engouement du projet. Allez voir le projet original bien sûr, quel est le suivi là-dessus. Donc là je sais même pas si on va l'avoir. FetchAI. Alors d'ailleurs si vous avez un doute, vous pouvez aller ici. Généralement, vous allez avoir les liens directement. Donc, si vous cliquez sur Twitter, il va vous l'ouvrir directement. Donc, vous avez FetchAI. Vous voyez qu'il y a quand même 233 000 abonnés qui le suivent. Là, vous pouvez avoir, si vous avez vos comptes qui les suivent, vous voyez des personnes que vous connaissez, qui ont déjà votre confiance, qui les suivent aussi. Voilà, ça peut donner des indices. Et après, techniquement, vous validez tout ça avec votre analyse. Voilà. Bon, cette fois, j'ai fini pour de vrai. J'arrête l'écran. Merci, Julien, pour ce Ça t'a intéressé, partage. François ? Ouais, c'était cool.
C'était cool, hein? J'aime bien parce qu'on n'a pas la même façon de voir le marché. Je trouve que c'est assez complémentaire ce qu'on regarde. Est-ce que toi, tu regardes des trucs comme ça ou plus maintenant? Un peu moins. La réalité, c'est... moi, je suis plus du tout sur le momentum. T'es plus value, toi? Moi, je suis plus value et après, je vais chercher du momentum sur tout ce qui va être airdrop. Mais là, les airdrops, c'est fini. Donc, c'est fini. J'attends les airdrops qui vont tomber, mais ça sert à rien de se lancer sur la partie airdrop, à mon avis, à l'heure actuelle. Voilà. Donc, moi, maintenant, je suis vraiment beaucoup plus tranquille. J'avoue que les marchés crypto, c'est une fois par jour, vite fait, je regarde et puis c'est tout. Ok. Bon, c'est cool. Bon, après, je rate des multiples que tu fais, hein. Mais c'était intéressant, ça, t'en avais parlé. Je mets la pépite à 1 heure, comme ça les gens ils l'entendront pas forcément. On pourra le redire dans un autre. Ça sera pour les vrais de vrai. T'avais fait ton calcul par rapport à ton challenge en trading, qu'au final, si t'avais gardé que du Bitcoin, t'étais à peu près en même quantité de back de Bitcoin, c'est ça, hein? Bon, je vous partagerai pas le fichier parce qu'il y a mes chiffres perso, mais c'est pas ce qui est intéressant en fait. Je vais juste là l'ouvrir pour moi. Tu le vois pas en partage, on est d'accord? Donc juste pour vous dire. Merde, il y a ma clé privée. Juste pour vous dire que depuis, en fait, chaque dimanche, depuis le début de l'année, je note mon PNL en dollars. Et je faisais juste, en fait, un peu comme quand j'avais un journal de trading, je note mon PNL là depuis le début de l'année. Donc là, je peux vous donner les pourcentages. Voilà, j'étais à moins 0,71% sur la première semaine, moins 7%, après plus 2%, près 0%, plus 20%, plus 14%, etc. Vous avez compris. Et ce que j'ai ajouté dernièrement, donc je suis retourné dans le passé pour avoir l'info, et je marque maintenant le prix du Bitcoin équivalent, parce qu'en fait, quand vous faites du trading, c'est très difficile. C'est comme si je vous disais demain, vous voulez commencer à courir et vous mesurez rien. En fait, ce sera très difficile de savoir comment vous pouvez être meilleur. Alors, vous pouvez juste comparer par rapport à votre temps à vous, mais c'est intéressant d'avoir en fait un genre de benchmark et de comparer par rapport à une autre information qui vous donne un point de référence. Et en l'occurrence, quand on est sur la crypto, je l'ai souvent dit, si vous voulez investir une partie de votre portefeuille, de votre patrimoine dans la crypto-monnaie, le plus safe et qui vous offre une performance, en tout cas jusqu'à maintenant, et avec assez de, on va dire, de temporalité. C'est d'acheter du Bitcoin. C'est d'acheter du Bitcoin. C'est le plus safe. Vous le mettez sur un wallet, comme disait François tout à l'heure, une clé Ledger, et on n'en parle plus, quoi. Donc, si j'achète autre chose que du Bitcoin, l'idée, c'est que je veux le surperformer. Donc, ça suppose que je dois ajouter ça à mon journaling et que je regarde si effectivement c'est le cas. Et c'est super intéressant parce que ça m'a fait réaliser effectivement, donc quand on a eu le cycle haussier là au mois de février et du mois de mars, j'ai augmenté mon bag de Bitcoin équivalent. C'est-à-dire que si ma performance finalement sur mon trading d'altcoin a rapporté plus que si j'avais juste détenu mon Bitcoin, à ce moment-là, j'ai fait un bon coup. Si à l'inverse, je me retrouve avec moins de Bitcoin en équivalent, même si encore une fois, je détiens pas du Bitcoin, mais mettons que je vendrais tout pour acheter du Bitcoin à ce moment-là, c'est comme si j'avais perdu du Bitcoin. Bah là, forcément, j'aurais mieux fait de rien faire. Donc, c'est ça que j'ai commencé à regarder. Et le truc, c'est que j'ai réalisé, alors à part sur cette phase-là où j'avais quasiment doublé mon bag de Bitcoin, bah, le reste du temps, je suis globalement autour du même ratio. Ce qui veut dire que tout ce que je fais, bah, c'est des gains et des pertes qui s'annulent. Et je fais juste du mouvement sur les marchés, je rentre, je sors, je nourris les exchanges qui prennent des commissions. Toi aussi, François, parce que j'utilise ton lien de parrainage. Je pense que tu dois avoir un petit revenu passif avec moi. Ouais, j'ai un petit revenu. Je gagne 10 balles par semaine à peu près. Un petit 10 balles par semaine qui tombe, ça paye le kebab. Donc, bon, vous pouvez faire les calculs pour retrouver son capital. Ouais, c'est ça, on l'a donné assez de paramètres, vous pouvez faire le calcul. Mais c'est ça. Et donc, du coup, c'est intéressant. Alors, ça me dissuade pas complètement de continuer parce que je sais que là, on est dans un range depuis 6 mois, mine de rien, et que quand on va repartir en phase haussière, si on y retourne, parce que bien sûr, on n'en est pas certain, et qu'on retrouve une configuration de marché comme on a eu au mois de février et de mars, je sais qu'à ce moment-là, mon style de trading va vraiment aller chercher sa performance et que je vais pouvoir augmenter mon bag. En gros, l'idée, c'est de monter. En fait, ça, c'est intéressant. C'est que tu montes ton capital quand on est sur des phases de hausse. Voilà. Sauf que quand c'est que c'est une phase de hausse. Et ben ça, tu le sais pas. Et donc, c'est un peu la stat qu'on avait vue là sur les traders. C'est que, leurs performances se font sur 2 jours dans l'année et 3 jours dans l'année.
C'est à peu près ça. Mais tu sais pas en fait quels vont être ces jours, donc tu es obligé de trader tous les jours de l'année pour pouvoir obtenir ces résultats. Mécaniquement, on pourrait se dire en fait arrête de trader et puis essaye de trader juste au moment où le marché est en hausse, mais sauf que tu le sauras pas parce que c'est un peu difficile à prédire. Bon, là t'aurais peut-être pu sur les 2 derniers mois te dire on est plutôt en berne, ça va pas trop le faire. Ouais, mais là encore, on le voit avec le recul, mais c'est pas ce que les gens se disaient. La plupart des gens. Non, mais tu sais, il y a un moment donné, la première fois où t'as sorti, là, où tu t'es lavé le cul, tu serais peut-être resté en Bitcoin tout le long. Ah, ça aurait été plus rentable. Je pense que ça aurait été plus rentable que de t'emmerder. Et c'était pas non plus déconnant. C'était pas non plus déconnant de se dire de faire ça à ce moment-là. Tu vois, on était au mois de juillet, je crois. On voulait se chauffer la bite avec le fait de se dire, bon, je parle crûment là. On voulait se dire en septembre, c'est bon, on va partir to the moon. La réalité, c'était quand même que on savait que là, la fête était un peu quand même un peu finie, quoi. Ouais, non, c'est sûr. En fait, je pense que moi, j'avais plusieurs scénarios, mais mon scénario numéro 1, c'était un bull run éclair. Mais après, on continue de s'améliorer. C'est pour ça que c'est important de faire du journaling et de noter. Mais je pense que j'ai mis du temps à pivoter, à dire, ok, ce scénario, en voyant qu'au mois de juillet, on était encore en rouge, c'était pas valide de dire en 2 mois, on va péter la TH, on va aller à 130 000. Parce que je vise un Bitcoin à 130 000 en top de cycle, on n'en sait rien, mais c'est mon idée. J'ai été lent à repivoter vers un autre scénario que j'avais aussi, qui était le scénario classique. Bitcoin, finalement, ça va être un top en 2025, alors on verra quand. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui le pointent, et avec le recul, je me dis, j'aurais pu me dire, ça va ranger plus longtemps, voire ça va corriger parce qu'on est parti trop vite au début. Mais encore une fois, c'est facile de relier les points après, quoi. Ouais, mais je pense qu'en vrai, c'est plutôt une bonne chose que tu sois resté sur ton scénario. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Tu vois, genre les gens qui me disent, pourquoi t'es toujours sur du Atom? Je leur dis, mais c'est mon scénario, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, il faut être fidèle à son scénario jusqu'à ce qu'il s'invalide. Si tu continues alors qu'il a été invalidé, là t'es con. Mais au contraire, le but d'avoir un scénario, c'est d'être cohérent sur ce scénario-là. Donc je pense que non, t'as bien fait de vouloir garder ce positionnement-là, parce qu'en vrai, si on était reparti, on serait reparti très rapidement, et t'as raison, t'aurais certainement manqué toute la hausse de juillet-août. Donc je pense qu'il faut être cohérent en fait avec son scénario de base, sinon en fait on va pas tenir ses positions, on va pas tenir sa psychologie, on va pas être cohérent avec soi-même, et c'est là où après on va faire n'importe quoi sur le marché. Moi en fait, j'ai une façon de trader qui est un peu particulière, c'est que en gros j'investis moi dans la crypto sur le cycle, c'est ça que je fais. C'est juste que le trading en fait en tant que tel, je sais qu'il faut le temps qu'on passe dans le marché est plus important que le timing sur le marché. Donc dans ma tête, déjà je fais que acheter, je ne shorte pas le marché. Oui, je suis pas en effet de levier, je suis déjà en spot. Donc je fais juste finalement de la rotation sur mes bagues. Mais à part là, quand on a eu des signaux assez forts en août, il y a quelques semaines où je me suis retiré et après j'ai surveillé les niveaux parce que je voulais être sûr de re-rentrer dans le marché si ça repartait. Ça m'a permis un petit peu, c'est une forme, on va dire, c'est toujours une forme de trading, mais d'avoir un money management qui à un moment donné, et ça c'est vraiment moi la morale de l'histoire, c'est vous devez avoir un point de sortie sur vos positions. Sinon vous allez surfer le truc, vous allez faire un aller-retour en fait. Et à un moment donné... totalement. Tu vois, oui, vous pouvez le garder pendant 10 ans et encore une fois, si c'est Bitcoin, il y a des chances que vous ayez plus d'argent. Mais en vérité, c'est d'avoir un point de retour. Il y a plein de cryptos que j'ai tradé et si j'avais eu vraiment dans ma tête, j'avais un stop, mais j'avais plus un stop temporel. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas un Bitcoin sur des nouveaux ATH et des Ethereum, j'étais pas dans une phase psychologique où je me disais je sors mes profits. J'étais dans une phase, le cycle il est encore jeune, on peut y aller, on tape, on rotationne sur les narratifs. Donc j'ai fait mon job à ce niveau-là. Mais si j'avais eu un hard stop live, j'aurais 2 fois plus de capital. Et beaucoup de gens, en fait, parce que on a tous perdu à peu près, c'est sur Bitcoin, t'as perdu, 25-30%. Donc, ceux qui sont en alt, il y en a qui sont à moins 50, moins 70%, globalement. Ouais, c'est logique. Selon vos alts. Donc, moi qui suis 100% en alt, je m'en tire pas trop mal encore, mais effectivement. Moi, j'avoue que j'ai évité, tu vois, ce scénario montagne russe, tu vois. Moi, ma façon d'investir, du coup, c'est d'éviter ce type de montagne russe. Ouais. Parce que mon cerveau il capote, tu vois. Je l'ai fait avec des petits montants pour dire vas-y, j'essaie d'aller chercher un petit multiple sur des petites sommes, et au final, tu vois, moi du coup j'utilise l'effet de levier pour pouvoir essayer de performer sur ces bagues là, mais c'est tout, ça a tout été liquidé. Mais ça c'est correct, tu vois, parce que le reste en fait tout mon portefeuille au final il a fait qu'augmenter. C'est-à-dire que je suis plus riche que même alors pas qu'au top de mars. Ouais, quoique, peut-être ça se trouve, je suis même plus riche. Parce que j'ai eu des airdrops. Ah ouais, mais mes airdrops,
Bah, ZK m'a bien rincé. Ah bah, si t'es plus riche qu'en Mars, c'était bien. Hein. Je pense pas que ce soit la majorité des gens aujourd'hui. Hein. Peut-être un peu moins, parce que forcément, j'ai beaucoup d'Ether, et que Ether, pour l'instant, il est toujours à 2002. Quand il remontera à 4000, je serai largement au-dessus. Mais en termes de baisse, je suis pas à 50% de baisse par rapport à Mars. Non, bah c'est cool, hein. Franchement. Parce que j'ai joué plutôt les airdrops que le. Et encore, tu vois, j'ai fait des erreurs aussi dans ma technique. Moi, j'ai fait mon scénario où les airdrops, mes bons airdrops, je les vendais pas. Alors que là, tous les airdrops, en fait, ils étaient à vendre. Tu les vendais et. Ça a tout dropé, ouais. Ça a toujours tout dropé. Bah, c'était pas le bon moment du cycle, en fait. Mais je pars du principe que c'est pas parce que sur 3 mois ça t'a donné tort que ça va forcément te donner tort tout le temps. Ouais, ça peut repartir. Souvent les particuliers, en fait, ils ont raison. C'est juste que le temps leur permet pas d'avoir raison totalement. Après, faut pas non plus encore démordre de quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais voilà, je pense qu'il y a des ZK Sync, typiquement, c'est un projet, c'est un L2 qui va performer. Ah, puis de toute manière, c'est un free buy, donc tu t'en fous, tu peux le tenir facilement. Donc tu peux le garder. Alright, bon bah ça fait le tour, c'était complet, hein, franchement, analyse, psychologie. un gros épisode là. C'était un gros épisode. On fera peut-être des épisodes plus courts les prochaines fois. Là, ouais, l'objectif c'est que ça soit un peu plus court. Ouais, on fera plutôt 30-45 minutes. Mais en même temps, si ça vous plaît, ce format un peu, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, on pense même éventuellement le passer en live, ce format-là. Ouais, ça peut être cool. Pour y poser vos questions. Fait que, encore une fois, appel à l'action, laissez-nous des commentaires parce qu'on peut pas deviner pour vous ce que vous aimez. Donc, si vous avez écouté jusque-là, ça fait quand même 1 heure et quelques, un peu plus. Ça veut dire que vous avez probablement trouvé de la valeur dans ce contenu-là. Donc, prenez 2 minutes, loguez-vous sur YouTube et laissez-nous un commentaire pour nous dire est-ce que vous avez aimé le format? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse et voilà, et en fonction, on va pouvoir co-créer tout ça ensemble. Merci François, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine pro. Et puis merci à vous, à bientôt. Bisous. Ciao. Bye.